N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube de Goli News. Et notre deuxième rédaction qui nous rejoint à l'instant, c'est celle de bi-hebdomadaire L'Alternative. Et nous avons avec nous Ferdinand Haïté. Ferdinand, bonjour. Bonjour, grâce à l'État, Eric. Alors, naturellement, vous aussi, vous revenez sur les réformes telles qu'adoptées à l'Assemblée nationale mercredi dernier. Vous parlez de compteur à zéro, immunité à vie pour Faure Gnassingbé, aucune protection, curieusement, pour les barons, hein. Oui, tout à fait. C'est l'actualité. Les députés unis et leurs amis indépendants, tous ceux qui ont été nommés le 20 décembre dernier, sont arrivés au bout de leur logique. C'est-à-dire que faire des réformes personnalisées pour permettre à M. Faure Gnassingbé d'être au pouvoir encore 10 ans. C'était la fameuse théorie du compteur à zéro que nous avait vendue à coup de menace ici l'ancien président du groupe parlementaire uni de l'Assemblée sortant, Christophe Tchao. Et donc, depuis mercredi dernier, ils sont arrivés à leur fait dans une comédie, dans un tout théâtralisé à l'Assemblée nationale. Et l'essentiel qu'il faut retenir de ces réformes personnalisées, c'est d'abord la remise au compteur. Bon, ça, tout le monde en parle. Mais cette réforme comporte des modifications farfelues, mais aussi dangereuses, sur lesquelles les Togolais doivent s'attarder. C'est vrai que tout le monde ne voit que la question du mandat. Mais quand on prend par exemple la question de l'impunité qui est totalement consacrée au sommet de l'État à travers cet article 75 qui est importé de la RDC, c'est un article copié-collé de la RDC qui permet de protéger Kabila, qu'on a collé totalement ici. Mais vous savez que même aux États-Unis, même en France, le chef de l'État ou le président de la République est passible de poursuite lorsqu'il enfreint la loi. Et donc, que des gens qui nous disent, oui, écoutez, on veut lutter contre la corruption, on veut lutter contre ceci, et qui font inscrire cette loi-là dans la Constitution, c'est quand même incroyable. Mais ce qui est intéressant dans cet article 75, c'est le fait que les législateurs l'ont voté qu'une loi pour consacrer l'impunité à une seule personne. C'est-à-dire que, d'abord, ils sont conscients que ils commettent des crimes. Ça, c'est d'abord, c'est ce qu'il faut retenir. Ils sont bel et bien conscients qu'ils commettent des crimes de sang et des crimes économiques. Leur conscience est bien alourdie par ça. Et ils savent que demain, ces crimes-là peuvent faire l'objet de poursuites. Et donc, ils essayent de fabriquer une carapace. Ils sont dans une illusion en croyant que lorsqu'on se met dans une salle et qu'on fabrique une carapace de protection, ça peut être bon, ça peut être un parapluie atomique demain. Alors que bon, vous savez, les lois, ce sont les gens qui les font et puis les lois peuvent être révisées dès que les circonstances l'exigent. Donc ça c'est une illusion, mais si ça peut les soulager, qu'ils sont protégés à vie, c'est tant mieux. Mais la particularité, c'est le cynisme qui découle de cette loi aussi personnalisée. Le fait que dans un ensemble où les gens sont en train de gouverner, certains sont en train de faire le zèle, de tuer, de piller, de voler, de faire ce qu'ils peuvent faire, de faire des exactions pour permettre à un seul individu de garder le pouvoir. Cet individu, lui, se protège seul et les exécutants des basses besognes, eux, sont livrés comme ça à la nature. C'est-à-dire que demain, si
le système bascule, Faure Gnassingbé peut se prévaloir de cet article si entre-temps il ne prend pas la peau d'escampette, mais tous les barons, que ce soit civils, militaires, qui l'ont aidé à gouverner pendant des années, qui ont commis des crimes, eux, la justice ou le peuple peut se charger d'eux. Donc, on a déjà connu ça un peu. Lorsqu'il y a eu le rapport des Nations Unies en 2007, sous la pression du HCDH à l'époque, certains barons ont failli être livrés par rapport aux événements de 2005, barons militaires comme civils, avant que ils ne fassent marche arrière. Donc, ce message-là, c'est assez intéressant qui s'adresse à tous ceux qui, aujourd'hui, sont dans le régime, qui disent que nous sommes là, on restera, on peut tuer, on peut faire ceci. Ils doivent comprendre quand même que celui pour qui ils font tout ça, demain, lui il peut s'extraire du groupe et les laisser à la merci de la justice. Vous parlez de compteurs à zéro, c'est pour ça que Monseigneur Philippe Fanoko Kodjo appelle à la résistance là. Oui, Monseigneur Kodjo est devenu aujourd'hui presque la voix de l'opposition parce que face aux partis politiques un peu désorganisés, émiettés en plusieurs organisations où chacun essaye de faire des réactions timorées, de faire des petites conférences de presse pour dire oui, on appelle à la mobilisation, on est contre, on est ceci. Kodjo apparaît aujourd'hui comme la voix qui monte, la voix qui est forte et qui pose directement les problèmes et qui dit au peuple, écoutez, on ne peut pas accepter ça. Il faut s'organiser pour résister. Et donc, c'est des initiatives qu'il faut saluer parce que ça n'arrive pas souvent que des gens de son rang, de son statut puissent être au devant à cet âge-là de la contestation du régime. Et je pense que l'appel de Kodjo arrive à juste titre et je pense que les Togolais qui sont conscients que il faut sauver ce pays doivent s'accrocher à cet appel de l'archevêque émérite de Lomé. D'accord, très bien. Écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Et puis, vous vous intéressez à un homme par rapport donc à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale mercredi dernier, Ferdinand Pacome Adjourouvi, que vous présentez ce matin comme un avocat pyromane, carrément. Oui, dans la théâtralisation ou la comédie qui s'est déroulée le mercredi dernier à l'Assemblée nationale, il y a un député nommé qui s'est particulièrement distingué. C'est vrai que c'est au départ quelqu'un qui est inconnu de la scène politique togolaise, pour avoir passé toute sa vie ou sa carrière en France, où il était maire adjoint à Évry. L'ancien bras droit de Manuel Valls s'est signalé de la plus mauvaise manière. De toutes les façons, on connaît les méthodes de lui, son patron. Vous savez, c'est des gens qui n'ont pas de principe, qui n'ont pas de repères. On a bien vu que Manuel Valls, une fois qu'il avait des soucis en France, a quitté la France pour aller compétir à Barcelone. Il a déposé ses valises là-bas. Il s'est même permis à Barcelone d'aller faire alliance avec l'extrême droite, quelqu'un qui vient de la gauche. Et puis, son lieutenant ou son adjoint aussi a débarqué au Togo. Il voulait une bien meilleure place. Mais à la suite de la parodie d'élection du 20 décembre dernier, son ami personnel, Faure Gnassingbé, lui a trouvé la casée à l'Assemblée nationale. Au poste de 4e vice-président, un poste bien moins valorisant pour lui. Et c'est lui qui s'est signalé de la plus mauvaise manière la dernière fois à l'Assemblée. Vous savez, le cas Adjourouvi nous renseigne quand même que c'est pas parce qu'on a passé autant de temps en Europe ou en Occident qu'on est parfois bien converti aux valeurs de la démocratie. Voilà un monsieur qui fut maire adjoint à Évry en France et donc qui a connu la pratique politique en France, républicaine et tout, et qui connaît les valeurs de la démocratie. Et ce qu'il trouve à faire sous les tropiques, peut-être sur l'instruction de qui on sait, c'est de sortir une carte pour dire oui, il faut prolonger le mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Il faut ramener le mandat présidentiel de 5 à 7 ans. Pour un régime qui a déjà fait de père en fils 52 ans, et pour quelqu'un qui compte rester encore au pouvoir pendant 30 ans. Et donc,
c'est quand même incroyable. Et si nous avons de tels individus comme ça, c'est que demain, ils peuvent poser des actes et embraser un pays. Imaginez que la dernière fois, des Togolais de manière spontanée sortent dans la rue pour dire nous voulons protester contre cet amendement-là parce que c'est quand même intolérable. Et vous avez entendu des gens qui ont dit mais vous faites comme ça, le pays vous allez embraser le pays. Et qu'on dise que cette proposition vient de quelqu'un qui est resté longtemps en France, qui a été maire en France, ça sort de l'entendement. Mais il faut quand même revoir le parcours de ce monsieur et se poser la question de savoir, il était avocat en France, il faisait quoi, quel travail il avait réellement, parce que être maire à Évry, c'est un peu griffe, c'est pas, c'est peut-être quelque chose, mais c'est pas grand-chose. Et pourquoi il a décidé de quitter la France et de revenir ici pour se mettre au service du régime et prendre aussi un peu de sa part. Et nous avons fait un zoom sur le personnage et on voit bien que ces individus, ne serait-ce que pour les intérêts, sont vraiment dangereux pour la stabilité de notre pays. Donc voilà pourquoi ce matin on a parlé du cas Adjourovi. Écoutez, on lira l'article à la page 3. Vous parlez de Pacome Adjourovi. Vous parlez également d'un autre monsieur, et ça se passe au niveau du ministère du Tourisme. Vous évoquez abus d'autorité au ministère chargé du tourisme, Ferdinand. Le retraité secrétaire général Victor Attara s'accroche toujours à son poste. Il est toujours là, il peut partir? Oui, ce monsieur, je crois qu'on en avait déjà parlé dans les émissions de Taxi Presse. Oui, il est toujours là. Non seulement il est là, mais il continue de semer la zizanie au sein du ministère du Tourisme. Il s'accroche à son poste près de 2 ans après son admission à la retraite et il défie même l'autorité des ministres qui sont en place et il crée la misère à tous ses collègues. Et vous savez qu'il fut un moment, le ministre Bawara avait sorti une circulaire et qui demandait à tous les ministres d'appliquer un arrêté. Et cet arrêté disait que tout cadre de l'administration qui est à la retraite doit plier bagage et libérer son bureau. Mais visiblement, le secrétaire général du ministère du Tourisme semble avoir un statut particulier. On ne sait pas si c'est Bawara même qui le protège parce qu'il est du même village que lui, mais le monsieur a une façon de gérer le ministère, de créer des tensions entre lui et ses collègues, de défier même les ministres. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça devient de plus en plus intenable pour plusieurs de ses administrés. Là, il est admis à la retraite presque 2 ans. Il est secrétaire général du ministère. Il cumule aujourd'hui le poste de DAF, ce qui est déjà une anomalie. Et il est membre du comité de gestion de l'hôtel de Sarakawa. Et il est responsable du fonds de gestion du tourisme, il est membre des comités de privatisation des hôtels. Pour un retraité, ça serait quand même trop. Et donc, dans le traitement de ce dossier-là, nous avons, la rédaction lui a tendu le micro pour qu'il puisse donner sa version des faits. Et aussi étonnant que cela puisse paraître, le monsieur dit oui, lui n'est pas encore à la retraite, que de toutes les façons, aucune note ne lui a pas été signifiée par l'administration, c'est pour ça que lui est toujours là, et que s'il cumule les postes de secrétaire général et de DAF, c'est parce que bon, ils sont en train de réorganiser, ils sont en train de travailler à l'organigramme du ministère, c'est pour ça que ce poste de DAF n'est pas encore détaché. Ça veut dire que si l'organigramme du ministère va durer pendant 5 ans, il va toujours cumuler ces postes-là avec tous les abus, les détournements et tout ce qui se passe. Donc cet article, c'est quand même pour interpeller ceux qui ont pris cet arrêté-là pour dire il faut que les retraités libèrent les places pour les jeunes et pour que ce monsieur puisse libérer sa place pour d'autres jeunes dans l'administration. Sinon, cette protection dont il bénéficie de la part de je ne sais pas, ceux qui sont mieux placés que lui ou qui le protègent, risque de créer des émules parce qu'on ne peut pas prendre un arrêté, pousser certains à la retraite et maintenir d'autres à leur place sans aucun contrat. Effectivement, il lui a été demandé par la réduction s'il a un contrat qui lui permet de prolonger son séjour au sein de ce ministère ou à son poste. Il a dit qu'il n'avait pas de contrat, mais que ce n'est pas une question de contrat.
bon, lui il est là parce qu'on ne lui a pas signifié qu'il faut partir. Voilà les anomalies de la gouvernance de nos pays. Et puis après, on se plaint que l'administration n'est pas efficace, qu'il ne donne pas de résultats, alors qu'on maintient au poste des individus qui terrorisent d'autres administrés ou qui créent des tensions inutiles dans leur département. Et ça, ce n'est pas normal. Il faut qu'il y ait un changement de ce point de vue-là. Ferdinand, on est un petit peu d'accord avec vous sur le sujet. Ben, écoutez, merci beaucoup pour votre disponibilité ce matin, Ferdinand. Merci, grand soin d'État. Allez, bonne journée. À plus tard. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.